À 4h11 du matin, le lieutenant-commandant Paul Nakamura capte un signal de coordination sur le relèvement 031 qui ne correspond à rien dans la bibliothèque de signaux de l'USS Milius. Ni un signal iranien, ni un signal russe, ni aucune architecture de signal que la formation a répertoriée au cours de 94 jours de collecte passive continue en mer d'Arabie. Un protocole de coordination chiffré spécifique transmettant par rafale de 4 secondes à des intervalles de 11 minutes depuis une position fixe à 140 km au nord-ouest de la zone d'opération actuelle de l'Abraham Lincoln. Nakamura le confronte à toutes les bases de données accessibles à un officier de renseignement acoustique disposant de son niveau d'habilitation en 6 minutes et trouve une correspondance partielle. Pas la marine iranienne, pas les gardiens de la Révolution, pas l'architecture navale d'un quelconque État du Golfe. Un protocole de coordination navale chinois, précisément le réseau de commandement chiffré, utilisé par le système de coordination des sous-marins de la marine de l'Armée populaire de libération, l'architecture de protocole spécifique que la Chine emploie lorsqu'elle gère plusieurs sous-marins opérant en géométrie d'attaque coordonnée depuis un nœud de commandement unique. Il dépose son rapport à 4h17. La réponse lui parvient à 4h44. Signal inconnu, compatible avec le trafic commercial dans le nord de la mer d'Arabie. Aucune action supplémentaire requise. Nakamura fixe la réponse pendant 3 secondes. Puis il se met à construire. Non pas un second rapport, mais une contre-mesure. Le protocole de coordination chinois qu'il avait identifié à 4h11 portait en lui quelque chose d'enfoui dans son architecture que le système de classification automatisé n'avait pas signalé et que l'officier de permanence n'avait pas cherché. Une fréquence d'établissement de liaison pour le guidage de torpilles. L'échange chiffré spécifique entre le système de contrôle de tir d'un sous-marin et ses armes qui s'active au moment où une torpille entre dans l'eau et commence sa course. Pas une fréquence iranienne, une fréquence chinoise. Le système de guidage de torpilles du sous-marin de type 039 opérant sur une bande dont le cycle de propagation était plus rapide de 0,3 secondes par kilomètre que n'importe quel système de guidage de classe Kilo présent dans la bibliothèque de contre-mesure de la formation. 0,3 secondes par kilomètre ne signifie rien, à moins de savoir qu'une torpille courant à 50 nœuds parcourt 1 km toutes les 38,9 secondes, et que le signal de contre-mesure doit atteindre le fil de guidage avant que la phase de guidage terminale ne s'active. Cela signifie tout, si l'on est en train de construire un signal de corruption pour une arme dont personne dans la formation ne sait qu'elle existe. Nakamura avait achevé l'architecture de la contre-mesure à 6h30. Il l'avait affinée pendant 2h13, tandis que la formation effectuait sa patrouille anti-sous-marine matinale, ne trouvait rien, n'enregistrait rien et poursuivait son schéma opérationnel avec l'Abraham Lincoln, décrivant des circuits en forme de 8 dans le nord de la mer d'Arabie, et son escorte déroulant ses antennes remorquées en configuration de recherche standard. Une configuration qui n'avait rien détecté depuis 94 jours. À 7h14, le réseau sonar passif de la formation capte le premier contact sous-marin. Pas un, pas deux. 6 signatures acoustiques simultanées apparaissent sur l'antenne remorquée du Milius à 7h14, depuis 6 relèvements distincts. 019, 047, 093, 156, 214 et 271. 6 contacts encerclant la zone d'opération de l'Abraham Lincoln, selon une géométrie dont le positionnement avait demandé 9 heures. Chaque sous-marin s'était glissé jusqu'à son relèvement assigné à des vitesses si faibles que les antennes remorquées avaient balayé leurs signatures acoustiques pendant des heures sans les classifier. 5 des 6 contacts correspondent précisément au profil acoustique de sous-marins de classe Kilo en mode d'économie de batterie. Le 6e contact, sur le relèvement 271, produit un retour que le système de classification signale comme suit. Sous-marin probable, type indéterminable, niveau de confiance 67%. Nakamura fixe le relèvement 271 pendant 1,4 secondes. Le retour acoustique correspond à la signature de propulsion du type 039 dans les limites de la marge d'erreur qu'il attendrait d'un sous-marin
ayant navigué à puissance de batterie minimale suffisamment longtemps pour refroidir ses machines à la température ambiante de l'eau. Il ne dépose pas de rapport. Il ouvre l'architecture de contre-mesure qu'il construit depuis 4h17 et vérifie qu'elle est prête. Elle est prête. Elle l'est depuis 6h30. La formation passe en état d'alerte maximale à 7h14 et l'engagement commence simultanément contre les 5 contacts confirmés de classe Kilo. Tous les hélicoptères MH-60R de la formation sont en l'air en moins de 4 minutes. 3 appareils, chacun assigné à 2 contacts, chacun armé de 2 torpilles légères Mark 54. La formation engage l'intégralité de sa capacité anti-sous-marine aérienne contre 5 menaces simultanées selon une géométrie conçue pour pousser exactement cette capacité jusqu'à sa limite. Chaque contre-mesure de la formation allouée aux 5 fréquences de guidage de torpilles des kilos confirmés. Chaque antenne remorquée se réorientant vers les 5 contacts confirmés. Le contact non confirmé sur le relèvement 271, celui à 67% de confiance, dans une formation qui a engagé tout ce qu'elle possède contre 5 menaces avérées, ne reçoit aucun hélicoptère assigné, aucune contre-mesure dédiée, aucune solution d'interception active. Pas une omission. Une contrainte de ressources. On ne peut pas neutraliser 6 menaces sous-marines simultanées avec une formation conçue pour en neutraliser 5. À 7h22, les 6 sous-marins tirent simultanément. Pas en décalage, pas en séquence, simultanément. Un signal de lancement coordonné transmis depuis le nœud de commandement sur le relèvement 031 que Nakamura observait depuis 4h11, activant les 6 systèmes de contrôle de tir dans la même fenêtre de 0,4 secondes. 12 torpilles au total, 2 par sous-marin, toutes en course, toutes en approche. Dans le centre d'information de combat à bord de l'Abraham Lincoln, l'officier d'action tactique, le lieutenant-commandant James Park, reçoit le rapport d'alerte torpille à 7h22. Et le tableau tactique que ce rapport lui présente n'offre qu'une seule voie de réponse viable, sans assez de moyens pour l'exécuter parfaitement contre les 12 contacts simultanément. L'Abraham Lincoln amorce son virage d'urgence sur tribord à 7h22. Les systèmes de contre-mesure déploient des leurres depuis la poupe, des dispositifs imitant la signature acoustique de l'Abraham Lincoln, conçus pour détourner les torpilles à guidage acoustique du vrai bâtiment vers une cible fictive. La formation dispose de suffisamment de leurres pour 10 contacts. Il y en a 12. Les 3 hélicoptères atteignent leur position de largage assignée entre 7h23 et 7h25. Chacun largue 2 Mark 54 sur les positions de 2 sous-marins de classe Kilo. Les fixes acoustiques construits à partir de 13 minutes de collecte continuent depuis l'apparition des premiers contacts à 7h14. Les Mark 54 entrent dans l'eau. Leurs chercheurs s'activent, localisent les signatures des kilos en mer d'Arabie à des profondeurs comprises entre 34 et 51 mètres. Des sous-marins qui avaient navigué sur batterie déchargée pendant 9 heures et se trouvaient maintenant à pleine puissance d'urgence, produisant la signature acoustique spécifique, bruyante et désespérée d'un kilo, poussée à fond sur des batteries qui n'ont presque plus rien à donner. Le premier kilo détruit à 7h24, le deuxième à 7h24 et 41 secondes, le troisième à 7h25 et 8 secondes, le quatrième à 7h25 et 31 secondes, le cinquième à 7h26 et 14 secondes. 5 sous-marins de classe Kilo. 5 contacts classifiés, fixés, engagés et détruits. Détruits en 4 minutes et 14 secondes, à partir de l'instant où ils avaient tiré. 10 des 12 torpilles avaient été neutralisées. Les 5 paires lancées par les 5 sous-marins iraniens, soit attirés par des leurres, soit distancés par le virage d'urgence de l'Abraham Lincoln, soit détonés par la corruption de leur guidage filaire par les contre-mesures. La formation avait accompli exactement ce pourquoi elle avait été conçue, contre exactement la menace qu'elle avait été construite pour vaincre. 2 torpilles restantes, toutes 2 venant du relèvement 271, toutes 2 issues du type 039. Aucun hélicoptère assigné, aucun leurre alloué. Les réserves de leurre de la formation épuisées contre les 10 torpilles iraniennes.
Aucune contre-mesure filaire active en cours. Les systèmes de contre-mesure engagés sur les fréquences des 5 sous-marins Kilo, ne produisant aucun signal sur la fréquence de guidage chinoise que Nakamura avait identifiée à 411. 47 secondes séparaient l'instant où le type 039 avait tiré de celui où ses torpilles atteindraient la coque de l'Abraham Lincoln. Nakamura avait transmis à 7h22 minutes et 31 secondes. 31 secondes après le tir du type 039, 16 secondes avant la fermeture de la fenêtre de corruption du guidage filaire d'une torpille de ce type, après quoi la phase de guidage acoustique terminal s'activerait et le fil deviendrait sans objet. Il avait transmis l'architecture de contre-mesure qu'il construisait depuis 4h17, le signal de corruption filaire sur la fréquence de guidage des torpilles chinoises, formaté selon le protocole de reconnaissance propre au type 039, portant de fausses coordonnées de position pour l'Abraham Lincoln, à 800 mètres de l'emplacement réel du porte-avions. La première torpille avait reçu le signal de corruption à 7h22 minutes et 44 secondes, 13 secondes avant la fermeture de la fenêtre d'activation du guidage terminal. Le guidage filaire se mettant à jour sur la fausse position et engageant la torpille dans un virage, l'écartant de la position réelle de l'Abraham Lincoln vers une étendue d'océan vide à 800 mètres sur le travers bâbord. La seconde torpille avait reçu le signal de corruption à 7h22 minutes et 44 secondes, simultanément. Même fausse coordonnée, même virage engagé. Les 47 secondes étaient devenues un problème d'une autre nature. La première torpille avait couru vers ses coordonnées corrompues et n'avait rien trouvé. Le chercheur acoustique terminal s'était activé à 7h23 minutes et 11 secondes, l'instant où la torpille avait atteint la fausse position et où son système de guidage avait basculé du filaire vers la recherche acoustique. Le chercheur scrutant la signature acoustique de l'Abraham Lincoln dans l'océan autour des fausses coordonnées, ne trouvant rien à la position indiquée. Cherchant vers l'extérieur, détectant la position réelle de l'Abraham Lincoln à 800 mètres, les 4 turbines à gaz General Electric, la cavitation des hélices, l'empreinte acoustique spécifique de 100 000 tonnes de porte-avions à propulsion nucléaire qu'un chercheur de torpille peut détecter à 1200 mètres en mer d'Arabie. Le virage d'urgence de l'Abraham Lincoln avait déplacé la coque de 620 mètres par rapport à sa position au moment du tir du type 039. 800 mètres de fausses coordonnées combinées à 620 mètres de manœuvre d'urgence. Le chercheur acoustique de la torpille réacquérant l'Abraham Lincoln à 180 mètres de séparation entre la ligne d'approche terminale de la torpille et la coque. Pas une esquive nette. 180 mètres d'eau libre. À 180 mètres de séparation, le chercheur acoustique terminal se verrouille et la torpille exécute son approche finale. 180 mètres à vitesse terminale représentent 4,1 secondes. Les défenses rapprochées de l'Abraham Lincoln ne disposent d'aucune arme capable d'engager une torpille en eau libre. À 180 mètres, le virage d'urgence se poursuivait encore, la coque se déplaçant pas assez vite. La première torpille avait détonné à 40 mètres de la quille de l'Abraham Lincoln, à 7h23 minutes et 18 secondes. Pas une détonation par contact, 40 mètres d'eau entre la charge et la quille. La fusée de proximité de la torpille se déclenchant sur la signature magnétique du porte-avions à 40 mètres plutôt que d'exiger un contact avec la coque. La charge détonnant sous le navire, sous la quille, dirigeant son énergie vers le haut à travers 40 mètres d'eau contre le fond de la coque, selon la géométrie spécifique d'une détonation sous quille que les coques de porte-avions sont conçues pour survivre, et qui produit une classe différente de sollicitation structurelle par rapport à tout impact latéral ou détonation en surface. L'onde de pression avait frappé la quille de l'Abraham Lincoln simultanément sur une section de 80 mètres à 7h23 minutes et 18 secondes, vers le haut. La direction de force que la conception structurelle d'un porte-avions anticipe le moins, poussant contre la quille par en dessous et se transmettant à travers chaque membrure, chaque pont et chaque espace simultanément dans les 0,3 secondes précédant l'absorption par les éléments structurels. 19 membres d'équipage à terre sous l'effet du choc ascendant.
La violence spécifique d'une détonation sous quille, produisant des blessures dans des espaces où aucune menace latérale ou verticale n'avait conditionné l'équipage à s'arc-bouter. 3 sections de coque développant des fissures de contrainte le long des membrures de quille. Un compartiment perdant son intégrité étanche lorsqu'une fissure de contrainte s'était propagée à travers le bordé de quille au point de concentration maximale de l'onde de pression. L'envahissement commençant, la gîte s'amorçant à 0,9 degrés sur bâbord. La seconde torpille avait couru vers ses coordonnées corrompues et réacquis l'Abraham Lincoln à 7h23 minutes et 22 secondes. 4 secondes après la première détonation, la coque tremblant encore sous l'onde de pression sous quille. La gîte s'amorçant. Les équipes de lutte pour la survie du navire traitant encore ce qui les avait frappés. Le chercheur acoustique de la seconde torpille détectant la même signature de coque au même emplacement que la première torpille avait trouvé. La même approche terminale de 180 mètres, les mêmes 4,1 secondes. Le virage d'urgence de l'Abraham Lincoln ne s'était pas arrêté. Dans les 4,1 secondes séparant la première détonation de l'approche terminale de la seconde torpille, la coque avait parcouru 17 mètres supplémentaires par rapport au point d'impact de la première torpille. La géométrie d'approche de la seconde torpille, légèrement différente de celle de la première, 4,1 secondes et 17 mètres, produisant une approche terminale qui plaçait le point d'activation de la fusée de proximité à 63 mètres de la quille plutôt que 40. La seconde torpille avait détonné à 63 mètres de la quille de l'Abraham Lincoln à 7h23 minutes et 26 secondes. L'onde de pression atténuée par les 23 mètres d'eau supplémentaires, moindre que la première détonation, néanmoins suffisante. 8 membres d'équipage supplémentaires à terre sous l'effet du second événement de pression, survenant sur une coque qui n'avait pas fini d'absorber le premier. Total, 27. 2 sections de coque supplémentaires développant des fissures de contrainte sous l'effet du chargement combiné. L'envahissement dans le premier compartiment s'accélérant, tandis que la seconde onde de pression se propageait à travers les membrures de quille et élargissait la fissure de contrainte que la première détonation avait ouverte. 27 membres d'équipage à l'infirmerie. 4 sections de coque avec des fissures de contrainte. Un compartiment activement envahi. L'Abraham Lincoln gîtant à 1,4 degrés sur bâbord. Toujours à 24 nœuds, toujours opérationnel. La position du type 039, fixée à partir du contact acoustique que Nakamura construisait depuis 7h14, affinée sur 9 minutes de collecte continue à moins de 14 mètres près, mise à jour à travers le transitoire de tir à 7h22 et les acoustiques de course des torpilles jusqu'à une position précise à moins de 8 mètres. Il avait reçu 2 torpilles Mark 54 lancées par le dernier hélicoptère du Milius à 07h31. Le type 039 à 41 mètres de profondeur. La première torpille acquise en 1,8 secondes avait détonné contre la coque sous pression à 07h31 minutes et 22 secondes. La seconde torpille avait suivi 6 secondes plus tard. L'envahissement du compartiment avant de l'Abraham Lincoln avait été isolé à 08h04, 1 minute après la première détonation sous-marine. La gîte était passée d'1,4 degré à 0,4 degrés, puis à 4 degrés, tandis que les équipes de contrôle des avaries isolaient la brèche et que les systèmes de ballast compensaient. Les fractures de contrainte dans les 4 sections de quille avaient été confirmées comme contenues, des dommages structurels réels nécessitant des réparations, mais pas l'abandon du poste. L'Iran avait coordonné 6 sous-marins contre l'Abraham Lincoln, selon une géométrie conçue pour épuiser l'intégralité des capacités anti-sous-marines de la formation contre 5 menaces confirmées de classe Kilo et faire pénétrer la 6e menace dans une enveloppe défensive vide. La géométrie avait fonctionné exactement comme prévu. La formation avait engagé tout ce qu'elle possédait contre 5 menaces confirmées et les avait toutes neutralisées. Le 6e sous-marin, celui qui ne correspondait à aucune signature acoustique iranienne répertoriée dans la bibliothèque, avait guidé 2 torpilles à moins de 40 mètres de la quille avant que les contre-mesures ne les déviennent. 40 mètres, puis 63 mètres.
2 détonations sous la coque du bâtiment de combat le plus puissant de la mer d'Arabie. L'Abraham Lincoln avait survécu parce qu'un lieutenant-commandant avait signalé un signal de navigation commerciale à 4h11 la nuit précédente et avait passé 9 heures à construire une contre-mesure pour une fréquence de guidage de torpilles que les systèmes de la formation n'avaient pas classifiée. Une fréquence que l'officier de quart avait jugée cohérente avec le trafic commercial, sans suite à donner. L'Iran avait dissimulé 5 sous-marins derrière un 6e. Ce 6e avait failli réussir. Le mot « failli » représentait 9 heures de travail que personne n'avait demandé, sur un signal qui était revenu comme sans intérêt particulier.